Euh, Monsieur Anis, c'est bon? Oui, c'est bon. Parfait. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce troisième webinaire maghrébin qui s'inscrit dans le cadre d'une série de webinaires relatifs à l'économie de santé et à la pharmacoéconomie. Donc, avant de prendre la parole, je demande à notre président de l'université Mohamed VI des sciences de la santé, professeur Najib Chakib Njari, de prendre la parole. À vous la parole, si vous pouvez activer le micro. C'est bon? C'est bon, professeur Ahid? Allez-y, on vous entend. Merci, cher professeur Ahid. C'est bien sûr pour moi un honneur et un grand privilège d'ouvrir déjà cette troisième et dernière session de la série de webinaires maghrébins autour de cette thématique extrêmement importante et intéressante, les modalités d'achat des médicaments. Je voudrais bien sûr renouveler mes félicitations au doyen professeur Ahid et à travers lui, à tous les organisateurs, en particulier pour le choix de la thématique, pour l'organisation parfaite dans ces moments difficiles et pour la qualité des échanges. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié le partage d'expériences concrètes dans nos différents pays, le Maghreb, la France, et tout le monde est d'accord sur le fait que la question d'achat des médicaments n'est pas simplement un exercice pharmaco-économique ou un exercice technique ou même de gestion. Il y va bien sûr de la qualité de la prise en charge de nos patients et on sait combien de fois ces questions-là impactent directement la prise en charge de nos patients dans nos différents pays. Mes sincères remerciements aux éminents conférenciers pendant ces trois séminaires qui ont bien voulu assumer animer des conférences de très haut niveau. Je suis particulièrement content de voir les pays maghrébins et aussi la France, un grand pays ami, autour de cette table pour discuter de ces questions très importantes et qu'on ne trouve pas la vérité d'une manière exhaustive dans la bibliographie. Bien sûr, un grand merci au laboratoire API pour leur soutien très précieux et qui a permis l'organisation de ces trois webinaires. Comme j'en avais parlé au professeur Ahid, je pense que sincèrement, ça vaut vraiment la peine de rassembler toutes les conférences, toutes les discussions, sous forme peut-être d'un ouvrage qui peut servir comme référence, parce que la vérité, il n'y a pas beaucoup de références exhaustives complètes. Et franchement, ça va être très utile pour le lecteur et ça va permettre aussi de réunir des informations pharmaco-économiques, pharmaceutiques, financières et de gestion. Et on trouve très peu de choses exhaustives. Et je trouve que le fait que ce soit un partage d'expérience a apporté vraiment une valeur ajoutée très importante à ce débat. Merci encore à tous et très bonne conférence. Merci, Monsieur le Président. Donc, à mon tour de souhaiter encore une fois la bienvenue à tous nos confrères maghrébins de l'Algérie, de la Tunisie, mais aussi du Maroc, pour discuter au cours de ce troisième webinaire une thématique qui est fort intéressante, qui concerne un peu les modalités d'achat des médicaments. Donc, je reviendrai tout à l'heure pour introduire le sujet, mais j'aimerais bien tout d'abord remercier notre président donc pour l'appui, pour le soutien en vue d'organiser cette série de webinaires, comme j'ai dit tout à l'heure, qui s'inscrivent dans le cadre de formation sur les thématiques de l'économie de santé, de la pharmacoéconomie, mais aussi la gestion, puisqu'on voit aussi, il y a aussi la composante gestion hospitalière, gestion des produits de santé qui est inscrite. Je remercie aussi Monsieur Jean-Michel Descoutures, éminent expert français, qui va partager avec nous son expérience, puisque, vous allez le voir tout à l'heure, c'est un des experts des achats des produits de santé, et on verra tout à l'heure son expérience et son parcours dans ce domaine-là. Je remercie également tous les participants, et donc là je vois déjà dans le chat quelques commentaires, des bonjours de la Tunisie, de l'Algérie. Donc bonjour, bonsoir tout le monde.
et espérant que durant ce webinaire-là, il y aura beaucoup d'échanges autour des modalités d'achat. Je sais très bien que les procédures et les mécanismes sont différents d'un pays à un autre. Donc, on aura peut-être l'occasion avec Jean-Michel de dresser les différents types et les différentes catégories avant de discuter un petit peu les avantages et les limites de chaque modèle. Alors, et puis aussi, je finirai en remerciant aussi les laboratoires à vie qui sont là toujours pour le soutien et pour l'appui en vue de réussir cet événement. Alors, la thématique d'aujourd'hui, on a vu les 2 derniers séminaires, il y avait des thématiques autour des contrats d'accès. Aujourd'hui, c'est une thématique qui concerne un peu les appels d'offres ou les modalités d'acquisition des produits de santé que je peux qualifier comme un des mécanismes d'accès. C'est un des mécanismes d'accès aux produits de santé. Et donc, comme on sait très bien, il y a plusieurs, pour que le médicament arrive sur le marché, il y a plusieurs étapes, mais aussi pour que le médicament arrive au niveau d'un hôpital, par exemple, là aussi, il y a des mécanismes, entre autres les appels d'offres qui sont souvent lancés. Et donc, le processus, en tout cas de mise en place de cet appel d'offres, il doit être bien réfléchi, finalement, avoir une possibilité de maximiser l'acquisition de ces produits de santé, bien évidemment, tout en gardant la composante qualité et aussi éviter les ruptures d'approvisionnement qui peuvent avoir lieu. Alors là, on peut dire qu'il y a plusieurs mécanismes avec des niveaux de complexité qui sont différents d'un pays à un autre. Là aussi, il y a certains pays qui ont choisi des modèles d'acquisition des médicaments de manialisés au niveau du pays, d'autres qui ont choisi des procédures qui sont plutôt décentralisées, en tout cas une multiplication des appels d'offres à des dates qui sont différentes. Et donc, on verra un petit peu avec Jean-Michel Descoutures quels sont les avantages, en tout cas, qu'est-ce qui existe et est-ce qu'il y a aussi d'autres modèles qu'on ne connaît pas qui méritent d'être mis en place et en tout cas est aussi réfléchi. Et puis aussi, on va évoquer la notion du prix, parce que finalement, ce n'est pas le seul critère qu'il faut certainement retenir comme facteur, en tout cas comme critère pour choisir le médicament. Certainement, il y a d'autres critères de notation qui peuvent être pris en considération. Donc tout ça, on va le voir aujourd'hui avec Jean Descoutures, et principalement les différentes modalités d'achat des médicaments de santé, chose que vous avez vu un peu dans les flyers, et puis les différents types d'appels d'offres qui existent. Et donc, on verra tout à l'heure les différents types d'appels d'offres, et puis aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, les différents avantages et les inconvénients de chaque modèle d'acquisition des médicaments. Et donc, avant de donner la parole à notre orateur aujourd'hui, donc j'aimerais bien vous le présenter. Donc là, j'ai tout un long CV qui témoigne de son expertise dans le domaine. Donc, j'ai essayé un petit peu de retenir quelques points, en tout cas quelques activités que je peux qualifier d'activités récentes. Donc, Jean-Michel Descoutures est un pharmacien, d'ailleurs, qui vient de Paris. Et donc, il est pharmacien des hôpitaux, chef de service du centre hospitalier Argenteuil. Il est président de la commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles. Il est coordinateur du groupement régional de commande des médicaments au niveau de l'Île-de-France. Et donc, c'est un groupement de 80 établissements de santé. Il est aussi président du club acheteur de produits de santé. Et aussi, il a eu beaucoup de postes au niveau de l'Académie française de pharmacie, la plus récente étant un trésorier de l'Académie nationale de pharmacie entre 2017 et 2019. Donc, je vais donner la parole à M. Jean-Michel Descoutures pour nous faire une présentation d'une durée d'1 heure. Par la suite, il y aura une synthèse de vos questions. Donc, essayez d'aller dans la partie conversée pour poser vos questions. Et on verra tout à l'heure aussi, en fonction du temps, si on peut donner la parole. On aimerait bien d'ailleurs écouter nos amis de l'Algérie, de la Tunisie, mais aussi du Maroc pour parler globalement des modalités d'acquisition des médicaments et ce qu'ils pensent aussi de leur modèle d'appel d'offres. Voilà, donc je vous remercie encore une fois et je vous souhaite un agréable webinaire plein d'échanges,
d'expérience et d'idées. Et je donne tout de suite la parole à Monsieur Jean-Michel Descoutures. À vous la parole. Bon, bonsoir à tous. Écoutez, pour moi, vous m'entendez bien déjà? Très bien. Bon, merci. Écoutez, Monsieur le Président de l'Université, Monsieur le Doyen, cher Samir Aïd, c'est un honneur pour moi aussi de partager avec nos 3 pays du Maghreb, mais bon, cette question des modalités d'achat des médicaments. Que j'ai l'honneur de coordonner déjà dans le cadre aujourd'hui du réseau des acheteurs hospitaliers. Alors là, il y a… Pourquoi je n'arrive… Attends. Pardon, j'ai un problème. Je n'arrive pas. Alors… Monsieur Jean-Michel, il suffit juste de cliquer à l'intérieur de votre présentation et défiler avec les flèches. Oui, mais alors, c'est ce que je faisais. Alors, attendez, je reprends. Alors, attendez, pardon. Alors. Voilà, vous la mettez en mode diapo. Et en haut, là. Ah voilà, c'est bon, parfait. Merci, excusez-moi. Donc, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste présenter un peu ce qu'était aujourd'hui le réseau des acheteurs hospitaliers. C'est un opérateur donc d'achat national, de mutualisation d'achat, donc de tout produit. Et moi, mon domaine, c'est plutôt le médicament. Il a été créé en 2007, c'est 600 hôpitaux en France, hôpitaux et établissements d'hébergement pour personnes âgées, dont 32 CHU. Les produits de santé représentent 500 millions d'euros par an, plus de 600 fournisseurs, on a plus de 3500 contrats passés avec les laboratoires, enfin les entreprises d'une manière générale plutôt, et un objectif d'1,5 milliard d'euros par an. Ça, c'est tout compris. Le médicament n'étant qu'une fraction de cet ensemble. Le RESA agit à 3 niveaux. Le cœur de métier, c'est le niveau régional, comme l'a dit le professeur Aïd. C'est la région Île-de-France à la base, mais comme aussi je vous l'ai montré, je vous l'ai dit, on a un niveau d'action nationale. On va agir dans les régions, les régions françaises, donc au niveau national. Et puis aussi une action internationale où on a des liens essentiellement européens. Le RESA se compose de 2 grandes parties, pour faire bref et rapide. C'est une centrale d'achat avec des achats groupés, cœur de métier, historique. Et puis d'un autre côté, il y a un développement de la notion de conseil, de centre de ressources et d'expertise, d'aide finalement, proposée par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France à différentes autres régions de France, sur différents thèmes, comme je vous ai marqué ici, développer une politique d'innovation, organisation, solutions informatiques, processus, etc. Enfin, tout un accent mis sur l'aide aux établissements de santé, l'aide aux régions, mais pas que sur l'achat proprement dit. Alors, je vais vous parler donc dans un premier temps de généralités sur les procédures d'achat. L'appel d'offres, c'est un chapitre qui va être le cœur de la présentation d'ailleurs, et au travers de l'appel d'offres, on va voir un peu que le prix n'est qu'une partie de l'acquisition des biens, des produits, des médicaments, et que tout un aspect qualité tourne autour et que nous essayons de renforcer déjà depuis plusieurs années. Je vous parlerai d'un nouveau système que l'on a mis en place déjà depuis 2 ans, 3 ans maintenant, le système d'acquisition dynamique avec les marchés spécifiques qui permet de gagner un peu de temps sur les procédures. Le marché négocié, je vais vous expliquer l'organisation que nous avons mis en place qui permet donc de séparer les différents types de médicaments et avoir recours au marché négocié. Et puis, en gros, une petite conclusion pour clôturer ce propos. Alors,
En France, le marché des médicaments, c'est 29 milliards d'euros en 2018. En gros, vous voyez essentiellement 21 milliards pour la ville et 8 milliards pour les hôpitaux. Ça donne un peu la proportion des chiffres. Et puis, ce que je vous mets tout de suite dans cette diapositive, c'est de faire la différenciation entre ce qu'on appelle des médicaments dits monopolistiques, d'autres médicaments qu'on considère concurrentiels. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que nous n'utilisons pas la même procédure d'achat selon les deux types de médicaments. En effet, je vous rentrerai un peu dans le détail tout à l'heure, les médicaments qu'on considère comme monopolistiques, on ne lance pas des procédures d'appel d'offres parce que l'on pense que c'est trop chronophage et que par contre, si on va sur le marché négocié, ben, on peut obtenir des gains substantiels aussi et c'est beaucoup plus rapide. Par contre, pour les médicaments considérés comme concurrentiels, oui, là, c'est la procédure d'appel d'offres qui est largement utilisée. Les grands principes des marchés publics, vous le savez bien, hein, ils sont toujours les mêmes, même si le code des marchés publics n'est plus celui-là aujourd'hui, puisqu'on a le code de la commande publique hein, depuis avril 2019, une refonte qui a eu lieu et qui a pris beaucoup de temps, mais pour notre problématique, cela n'a pas trop d'incidence. Le marché public, c'est un contrat hein, conclu à titre onéreux entre le pouvoir adjudicateur, c'est-à-dire les établissements bénéficiaires, hein, c'est l'acheteur, c'est la centrale d'achat par exemple, et les opérateurs économiques que sont les industriels, les laboratoires pharmaceutiques par exemple, pour répondre aux besoins de fourniture en ce qui nous concerne, travaux, fourniture, services, pour les bénéficiaires. Les grands principes sont à respecter. C'est toujours les trois grands principes qui sont toujours remis dans le socle du Code des marchés publics, donc du Code de la commande publique. Liberté d'accès à la commande publique, égalité de traitement des fournisseurs. Tous les fournisseurs doivent être mis sur le même pied d'égalité et une transparence des procédures. Transparence des procédures, ça va impliquer que l'on trace aussi longtemps, le maximum de choses qu'on peut tracer, parce que si on est amené à être contrôlé, eh bien on devra montrer les éléments qui nous sont demandés et donc avoir les traces de ce que l'on a fait comme opération. Donc, je dis efficacité de la commande publique, bonne utilisation des deniers publics, c'est important par les temps qui courent. Alors, un point important tout de suite à dire dans les généralités, c'est, comme vous savez tous, mais j'insiste dessus parce que c'est quelque chose qu'il faut toujours redire, c'est avoir une bonne connaissance de l'offre et bonne connaissance des besoins. Connaître l'offre, c'est le sourcing, c'est aller bien connaître les fournisseurs, bien connaître les produits et surtout les anticiper. Ah ouais, c'est ça qui est important, c'est avoir cette anticipation, avoir une longueur d'avance par rapport à l'action que nous serons amenés à faire. Et tracer les échanges, c'est ce que je l'ai dit tout à l'heure. Connaître les besoins, ça aussi, c'est la partie aval de l'organisation. Les besoins, c'est suite aux travaux que l'on fait avec les commissions du médicament et des dispositifs médicaux, les comédis locales, on fait remonter, enfin les établissements de santé font remonter les besoins de leurs établissements. Et ça aussi, c'est un point fondamental parce que c'est à partir de ces besoins bien connus, bien identifiés, bien serrés, que l'on va pouvoir construire les procédures d'achat. S'informer des orientations des établissements. Il est évident qu'un établissement qui va faire de la cancérologie n'aura pas les mêmes types de médicaments de produits qu'un hôpital qui va faire plus polyvalent, cardiologie, médecine générale, rhumato et autres, ou chirurgie. Donc là aussi, les orientations des établissements sont absolument importantes à prendre en compte dans la procédure d'achat. Et bien sûr, toute la réglementation des marchés. C'est pour ça que d'ailleurs, dans notre centrale d'achat, nous avons un nombre assez important de juristes qui sont chargés de veiller à ce que nous respections tous correctement le code de la commande publique. Donc, deux étapes importantes à bien avoir en tête, c'est bien connaître et bien définir les besoins en produits de santé, en médicaments, mais aussi bien qualitatifs que quantitatifs, pour les produits concurrentiels et non concurrentiels, et
maximum de choses, les justifier, les argumenter, dire pourquoi je choisis ce médicament-là comme concurrentiel, pourquoi celui-là va être non concurrentiel, et pourquoi le même produit peut être à la fois jugé comme concurrentiel, mais aussi non concurrentiel. Je vous donne un exemple très concret pour cela. Prenons le cas, le dernier exemple en date, on va dire le bevacizumab Avastin. Le bevacizumab aujourd'hui en Europe est biosimilarisé, mais pas pour toutes les indications. Donc il y a des indications qui sont encore réservées, qui sont protégées sous brevet et qui sont donc du domaine de l'Avastin. À côté de ça, les biosimilaires peuvent se faire de la concurrence et dans ce cas-là, on ira sur une procédure d'appel d'offres. Donc, la partie Avastin pour ce qui est de la protection brevetaire sont sous monopole et les biosimilaires, par contre, seront dans l'appel d'offres. Donc, on peut être à la fois l'un et l'autre. En tout cas, il faut savoir le justifier et l'argumenter. D'autre part, donc ça va se déboucher sur ce que je viens de vous dire, sur la connaissance du marché qui va être mise en œuvre. La procédure d'achat sera en fonction de ces éléments-là. Là encore, c'est à bien comprendre et à bien choisir. Alors, les objectifs, il y en a 3. Les COMEDIMS, je vous l'ai dit tout à l'heure, les mettre au cœur du dispositif. C'est la commission du médicament qui va décider dans son hôpital, oui, je vais substituer et je suis tout à fait d'accord pour substituer tel médicament à tel autre médicament, ou non, je ne suis pas d'accord et je dis pourquoi je ne suis pas d'accord de faire cette substitution. Deuxième point aussi à dire, c'est mobiliser tous les leviers d'achat performants. Bon, la substitution, je viens d'en parler, les aspects de négociation, la négociation, c'est donc le marché négocié, l'achat direct, les dialogues acheteurs-prescripteurs, la définition de juste besoin, la notion de coût global. On peut être amené à avoir un coût qui n'est pas seulement le prix unitaire, mais le coût d'une opération, le coût d'une intervention, le coût par exemple, en produit de contraste, en radiologie, on peut avoir le coût d'une injection de contraste. Tout ce qui est optimisation logistique, diminution des coûts de transaction, tous ces éléments-là sont à bien prendre en considération et peuvent être activés à tout moment. Et enfin, faciliter la coopération des différents acteurs. Alors, donc, pour vous résumer sur cette slide, les médicaments jugés comme non substituables par les COMEDIMS, c'est à peu près, vous voyez, 85% du montant des achats de médicaments en valeur et 45% des lignes de médicaments. Ce sont les médicaments jugés monopolistiques, ce sont les médicaments qui seront achetés par marché négocié. À l'inverse, ou en parallèle, plus exactement, les médicaments qui sont définis comme substituables, c'est plutôt, on utilisera plutôt l'appel d'offres ou le système d'acquisition dynamique, qui est la nouvelle façon de dire l'appel d'offres, avec ces marchés spécifiques. C'est 15% du montant des achats, mais c'est 55% des lignes de médicaments. Donc, ça traduit bien un peu le rapport financier avec le rapport en charge de travail correspondante. Alors, donc, pour en gros terminer ces généralités, il faut absolument bien connaître les besoins de chacun des établissements et d'une manière générale les faire remonter au niveau de la centrale d'achat ou voilà, au niveau de la centrale qui va prendre tous ces besoins au total. Donc la nature, l'étendue doivent être définies avec précision. Connaître le code de la santé publique, là aussi, nous sommes des pharmaciens. Donc, à côté du code de la commande publique, qui est un code général, vous avez le code de la santé publique, qui a ses spécificités, l'autorisation de mise sur le marché, les autorisations temporaires d'utilisation, des éléments de cette nature, les aspects qualitatifs aussi, c'est des éléments importants pour nous, en tant qu'hospitaliers et en tant que pharmaciens en général. Donc, il faut avoir ces références, il faut avoir ces documents, il faudra les citer dans le cahier des charges, dans le dossier des consultations des entreprises. Donc, c'est un point important à bien connaître. L'allotissement, l'expression des besoins, je vous l'ai dit, c'est un point majeur, crucial dans la construction de la stratégie d'achat. La durée du marché sera bien précisément définie avec les reconductions. Et enfin, le prix du marché, le prix des produits va être ferme, révisable ou autre.
Alors, on va rentrer maintenant dans la procédure d'appel d'offres. Comment s'organise une procédure d'appel d'offres? Ici, sur cette diapo, je vous ai fait en gros un schéma récapitulatif de la procédure. C'est 8 mois, hein. C'est à peu près une grossesse. Hein. C'est assez long comme processus, c'est ce qu'on dit en général. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on a trouvé un autre système plus rapide qui est le système d'acquisition dynamique dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc, dans un premier temps de la procédure, il y a le sourcing. Le sourcing qui doit être un sourcing efficient avec la connaissance des autorisations de mise sur le marché, c'est-à-dire les indications des produits, le rôle de l'HAS, du CEPS, c'est-à-dire qui va vous remonter tout ce qui est les connaissances du prix. Avec l'HAS, on va avoir la connaissance du service médical rendu ou de l'amélioration du service médical rendu. Puis un point important, qui est peut-être de plus en plus crucial, c'est les dates de commercialisation des médicaments qui est donc en perte de brevet. Alors, la perte de brevet ne veut pas dire pour autant qu'il y a la commercialisation immédiate du médicament générique ou biosimilaire. Ça, c'est important à dire parce qu'on a peut-être parfois des fois trop tendance à vouloir aller trop vite et donc lancer une procédure d'appel d'offres alors que le produit n'est pas encore vraiment mis sur le marché. Et ça, c'est un point à dire. Et le deuxième point que je voulais dire aussi dans cet aspect sourcing, c'est que c'est toujours des questions d'équilibre. Peut-être que ce n'est pas forcément… Il faut attendre peut-être qu'il n'y ait pas qu'un seul médicament générique ou biosimilaire mis sur le marché. Peut-être qu'il faut en attendre 2 ou 3 pour qu'il y ait une petite concurrence entre eux avec le princeps pour pouvoir lancer la procédure. Donc ça, c'est aussi, et dans le sourcing, c'est un point important. Et il faut savoir parfois attendre. On a peut-être trop tendance à vouloir aller trop vite et du coup, on perd des opportunités de gain, voilà, par exemple, ou de choix de produits. Donc ça, c'est un point que je voulais signaler. Après, l'information doit être diffusée aux établissements adhérents, leur expliquer le choix de la procédure et surtout le choix des lots qu'on va lancer. La rédaction du dossier de consultation des entreprises, je rappelle que c'est un document important, c'est un document qui s'impose au laboratoire pharmaceutique. Il y a dans ces dossiers qui est la durée de la consultation, les critères de choix des produits, la notion de prix, la notion de pénalité, on en parlera aussi tout à l'heure. Ensuite, on va établir précisément l'intitulé des lots. Alors là encore, on reviendra sur la définition du lot précis. La quantification précise des lots, on va demander aux différents établissements de quantifier, de donner leur quantité annuelle ou pour la période que l'on veut, la période du marché. Ça sera à déterminer localement. Puis, on aura la consultation aux fournisseurs pour retour de leurs offres. Le comité technique va prendre la décision de choisir tel produit pour chacun des lots. On informe les notes du technique, le coordinateur, le responsable de l'achat et l'industriel retenu. Et pour l'ensemble de ça, on fait une évaluation économique de la procédure. Là, c'est la première partie. Il y a un autre point qui n'est pas dans cette diapositive et qui est important, c'est le suivi. Le suivi pendant l'exécution du marché. Je n'en parle pas trop aujourd'hui, mais c'est un point qui est important et qu'il faut prévoir d'ailleurs dans le cahier des charges avec une remontée régulière de la part des industriels qui viennent régulièrement, par exemple tous les 6 mois, nous faire un peu le point sur vous étiez engagé à acheter telle quantité. En réalité, au bout de 6 mois, eh bien, nous sommes en manque de, ou alors le système s'emballe, etc. On essaye de trouver les raisons, d'assurer, voilà, et ça permet d'avoir un dialogue entre le coordonnateur et l'industriel. Alors, le dossier de consultation des entreprises, donc j'ai un peu commencé à vous en parler. Il définit du coup l'objet, l'étendue. Alors, il y a 2 parties. Le dossier de consultation, il y avait le règlement de la consultation et le cahier des clauses particulières. Dans le règlement de la consultation, avec date de remise des offres, vous avez l'objet, l'étendue des consultations, la présence des échantillons, la demande d'échantillons, l'allotissement, bien sûr.
On va y trouver les critères de choix et pondération. Je vous l'ai mis en rouge ici parce que c'est important. Et c'est là-dessus que on va juger les offres. Voilà, possibilité d'avoir des compléments de gamme. Le cahier des clauses particulières, c'est l'acte d'engagement, c'est un document qui va être signé, qui va permettre de clôturer la négociation à la fin, signé par l'industriel qui s'engage sur le prix qu'il pratique et puis sur les conditions de livraison. Et puis on va y trouver aussi les modalités de détermination des prix, des pénalités diverses, les fameuses clauses techniques. Les clauses techniques vont figurer dans le cahier des clauses particulières et le suivi de l'exécution des marchés. Donc, ces deux parties sont absolument importantes à bien rédiger. Elles sont faites chez nous maintenant en accord avec les juristes qui mettent un œil, bien sûr, systématiquement sur tous ces éléments pour éviter tout recours par la suite. C'est toujours pareil, d'éviter les recours. Alors, la construction de l'allotissement, c'est une étape stratégique très importante et difficile parce qu'il faut qu'elle soit, comme je vous l'ai mis à la fin, c'est un équilibre entre plusieurs objectifs, avoir une très grande concurrence, une concurrence la plus large possible pour pas qu'on nous dise que l'on a, fermé, verrouillé l'allotissement. Mais d'un côté, il ne faut pas avoir trop de fournisseurs différents pour le même produit. Si j'ai un fournisseur A pour un dosage à 500 mg, un fournisseur B pour un dosage à 1 g, voilà, il y a des risques majeurs, des risques thérapeutiques potentiels dans les unités de soins. Donc, il faut avoir ça en tête. Il faut trouver le juste équilibre. Alors, les lots, je vous ai mis comme exemple, le plus classique, c'est la dénomination commune internationale, l'établissement du mot en DCI, mais il peut être fait en famille thérapeutique. Je vous donne l'exemple des antihistaminiques H1 par voie orale où on a plus de choix, ou ça peut être en indication thérapeutique. Exemple, les héparines de papa moléculaire en prévention en chirurgie, par exemple. C'est un moyen aussi en éclatant, alors en coupant les lots comme ça, en faisant une espèce de saucissonnage pour les héparines de bas poids moléculaire, ça permet d'éviter les ruptures d'approvisionnement. Parce que si on n'a pas le même produit pour la chirurgie que pour la médecine, eh bien, ça permettra de se rabattre sur l'un s'il y en a un des deux qui étant potentiellement en rupture. Bon, puis l'expression des quantités peut se faire en unités, donc il faut être très vigilant lorsque on établit cet allotissement et surtout pour le remplir, à la fois pour l'industriel comme pour l'établissement de santé, de faire attention à l'unité qui est utilisée. Alors, un critère de choix. Donc ici, je vous ai mis en gros ce qu'on utilise. Alors la valeur technique, c'est à peu près 50% de la note, avec la qualité technique qui va entrer pour 30%, présentation unitaire des comprimés. En France, on aime beaucoup la présentation unidose, ce qui permet d'avoir détaché le comprimé, donné directement au patient à l'unité de soins, le produit lisible avec le nom du médicament, visible par le patient et par l'infirmière. Les études de stabilité des spécialités injectables, le problème des anticancéreux qui sont aussi analysés, la protection des flacons anticancéreux, je vais vous montrer dans un exemple dans peu de temps. L'étendue de l'AMM, est-ce que l'AMM a toutes les indications ou est-ce qu'elles sont limitées? L'étiquetage, très important. Je vais vous donner un exemple aussi dans un instant. Toute cette partie technique est faite et analysée par des groupes d'experts. On a dans notre organisation des collègues qui sont chargés d'examiner par exemple les anticancéreux, puisque ce sont ceux qui vont travailler en isolateur. Donc, ils se regroupent et ils analysent les produits qui sont présentés. D'autres qui travaillent sur les ampoules injectables, d'autres qui travaillent sur des classes de produits bien spécifiques. Le prix. Alors, le prix rentrant pour 30% de la note, vous voyez que ce n'est pas forcément le critère déterminant chez nous aujourd'hui. Il intègre les unités gratuites qui peuvent être proposées dans le cadre du contrat. Il indique aussi les remises de fin de période, donc c'est assez, je ne sais pas si je vous l'ai mis, les remises de fin d'année. Le coût global d'utilisation, on l'utilise avec les produits de contraste, par exemple. Le coût du traitement journalier aussi, rentre dans les calculs de prix. Et puis après, vous avez tout un petit volet qui rentre pour 20% de la note et qui est tous les aspects logistiques, les prestations techniques associées avec les délais de livraison, voilà, qu'est-ce que je mets à disposition des prescripteurs pour leur expliquer le médicament. Le développement durable, c'est des nouvelles notions. Et puis, les nouvelles notions aujourd'hui, c'est des notions de sérialisation, de code agrégé, code consolidé pour prévenir, ça c'est la réglementation européenne, pour prévenir
les médicaments, la falsification des médicaments, les médicaments falsifiés. Voilà. Donc, ces éléments-là doivent aussi entrer en ligne de compte. C'est pour aussi valoriser les entreprises qui vont dans ce sens-là. Et puis, on a introduit quelque chose qui est prégnant et de plus en plus important aujourd'hui, c'est le problème des ruptures d'approvisionnement, des tensions d'approvisionnement ou des contingentements. Et on demande aux industriels de s'engager, de nous dire ce qu'ils mettent en œuvre quand ils vont avoir le contrat pour éviter ces ruptures. Donc, ça compte pour 10% de la note. Voilà. Alors ici, ça résume un peu ce que je viens de vous dire sur une diapositive. Ces éléments-là figurent tels quels dans le dossier de consultation des entreprises et seront donc analysés par les industriels sur cette base-là. Ici, je rentre dans les formes orales sèches, par exemple. On va donner, par exemple, 20 points alors sur un coefficient de 30 sur la présentation d'un médicament. Si le médicament est en présentation unitaire, eh bien, il aura la note de 20. S'il est en blister non unitaire, c'est blister modèle ville, il aura 16. S'il est en blister non unitaire, il aura 7. S'il est en plaquette, il aura 12. Et s'il est en vrac, il aura 8, voilà, etc. On va noter l'étiquetage, on va vérifier la lecture du l'AML, comme je viens de vous dire. Puis vous avez les critères fournisseurs, je vous les ai mis là, je reviens dans un instant pour vous les montrer. Bon, alors après, pour vous montrer ici, je vais tout vous mettre comme ça, vous aurez tout normalement. Voilà. Alors ici, vous avez une forme orale sèche qui est donc du 32 l'April, d'un laboratoire. On voit que l'étiquetage, que la présentation, dans un premier temps, si je prends en haut ici, la présentation est une présentation unitaire, donc l'oral maxi, pardon, c'est pas une présentation unitaire, c'est une présentation en plaquette, excusez-moi, puisque vous avez en haut la date de péremption et le numéro de lot qui est en haut et en bas. Donc, il aura une note de 12. L'étendue de l'AMM, il a toutes les AMM, donc il aura 20. Et le conditionnement secondaire, il est correct, il est lisible, il aura 20. Donc, c'est fait une note technique. Puis, à côté de ça, vous allez avoir, ce laboratoire-là va avoir des escomptes ou des délais de livraison, de la logistique, la reprise des périmés, est-ce qu'il a un réseau d'information ou pas, et quelle est son application dans le développement durable, ce qui lui permet d'avoir une note fournisseur qui est établie à 11. Et enfin, la note économique, c'est le prix du produit par rapport aux autres, comparativement aux autres produits du même lot. Et du coup, ça fait 6,68 au total, une note finale de 11,80. C'est-à-dire qu'on a, en gros, on a pris 50% de note technique, on prend 20% de cette note pour la note fournisseur et 30% pour la note économique, ce qui donne une note finale de 11,80. Et ça, on le fait pour tous les lots, de tous les produits de l'appel d'offres. Pour les ampoules, c'est plus complexe parce qu'il faut aller sur l'étiquetage, il faut aller sur la présentation de la boîte. Et plutôt que de rentrer là, je vais vous montrer ça. Parce que là, vous allez voir, vous avez une boîte ici d'un médicament de 100 ampoules avec une étiquette au milieu. Et à droite, vous avez les chevalets de 10 ampoules. À côté de ça, le même produit dans un autre fournisseur qui est avec un étiquetage qui est plus clair, plus lisible et avec surtout la quantité que vous avez par ampoule de 1 millilitre. Et puis ici, vous avez une espèce de chevalet, le chevalet qui, par rapport à celui-là, tient mieux et en quantité plus faible. Donc, ce conditionnement-là, cette présentation-là est mieux notée que la précédente. Donc là, je vous fais passer ça. Alors là, c'est pour le conditionnement primaire, cette fois-ci, c'est l'ampoule. Vous avez ici l'ampoule. Il y a des règles. L'ANSM a donné des recommandations. On va chercher à s'en rapprocher. Ici, vous avez la quantité totale par ampoule. C'est important de faire très attention à ça. Il y a eu beaucoup d'erreurs parce qu'on confond, les industriels, dans la présentation, l'étiquetage, confondent la quantité qu'il y a par ampoule par rapport à la concentration. Alors, la quantité dans une ampoule de 5 ml, c'est 50 mg. Et la concentration, 10 mg par ml. Le deuxième point à dire, c'est que les étiquettes sont présentées dans cette version longitudinale, qui est la version la plus facile et la plus facile de lisibilité. Donc, c'est celle-là qui est recommandée. Donc, ces présentations-là seront beaucoup mieux notées que celles pour lesquelles c'est tout fouillis.
Donc, la lisibilité dans le conditionnement primaire, lisibilité avec une surface d'impression suffisante, la qualité de colle, l'axe de l'étiquetage, et l'ouverture de l'ampoule est vérifiée et le code. Je parle de la colle simplement pour vous donner une information, quelque chose qui s'est passé chez nous, c'est que les ampoules de polypropylène, on s'était aperçu que les étiquettes se décollaient de l'ampoule de polypropylène et on pouvait mettre n'importe quoi. Et on pouvait mettre, par exemple, sur une ampoule de chlorure de sodium, on pouvait mettre du KCl, du potassium, du chlorure de potassium, ou à l'inverse, sur du chlorure de potassium, mettre du chlorure de sodium. L'étiquette se décollant et se recollant, c'était repositionnable. Donc là, c'est un point très important à faire attention, que l'étiquette ne doit pas pouvoir être décollée de l'ampoule. Là, c'est pour les anticancéreux. Là, on va regarder aussi dans le détail les problèmes de gamme, de lavage de flacons, de protection, je vais y revenir, de stabilité, d'encombrement, de conservation, l'étiquetage de conditionnement primaire, le data matrix sur le flacon. Il y a data matrix sur la boîte secondaire, conditionnement secondaire, sur le flacon, parce que quand on va être dans les unités de préparation, dans les isolateurs, ben on va lire le data matrix. C'est des points en plus qui sont donnés. Et puis, les histoires de trocardage, de reconstitution, de facilité de reconstitution sont aussi mesurées et comparées. Ici, vous avez un lot d'azacitidine injectable qui vient d'être génériqué. Vous avez plusieurs fournisseurs et donc il y a une étude comparative que l'on a faite entre ces différents fournisseurs. Alors là, il y a deux choix. Donc, la sécurité patient, enfin, il y a deux aspects qu'on mesure, qu'on regarde pour les cytotoxiques. C'est la sécurité du patient et la sécurité du personnel. Pour la sécurité du patient, c'est favoriser les présentations prêtes à l'emploi plutôt que les préparations lyophilisées à reconstituer. C'est plus simple et c'est moins risqué et c'est plus standard. La stabilité après dilution, c'est un point important, et la conservation à température ambiante est toujours recherchée. Pour le personnel, c'est la présentation filmée. Ici, vous avez un film qui recouvre le flacon, parce que si le flacon casse, eh bien, le film va permettre au bris de verre de rester à l'intérieur, et donc le personnel n'aura pas d'anticancéreux sur les mains. Et encore mieux ici, avec un fond renforcé ici, en polypropylène, et le film plastique vient tout prendre en charge. Et du coup, là, vous avez une sécurité maximale du produit. Donc ça, c'est des éléments qui sont pris en compte. Voilà. Le lavage des flacons aussi est analysé et mesuré et comparé entre eux. Voilà. L'étiquetage aussi, là aussi, même question que tout à l'heure, même produit. On ne mélange pas la concentration ici, qui est 5 mg par ml, et de la quantité qu'il y a dans un flacon, 100 mg pour 20 ml. Ça, c'est un étiquetage qui est très bien. Clair, lisible, différencier les dosages et lisibilité des numéros de lot et la date de péremption. Ici, c'est une diapositive qui est très chargée, mais qui permet de mesurer tout ce qui est le questionnaire technique et logistique donné par le fournisseur. Et on va mesurer l'utilisation de l'EDI. On va donner des points pour l'utilisation de l'EDI. On va donner des points pour le transport, le stockage, la notion de livraison en urgence, possibilité de livraison le samedi matin, les possibilités de reprise de produits proches de péremption ou pas, les notions de déploiement, la sérialisation dans le cadre de la lutte contre la falsification, ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout ceci donne une note sur 20 et ça permet, là encore, pour chacun des laboratoires qui rentre en compétition, eh bien d'avoir sa note pour les fameux 20% dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, garantir l'approvisionnement, c'est important. C'est à prévoir dans le dossier de consultation des entreprises. Et donc là, on vient sur la notion de défaillance. Qu'est-ce que c'est qu'une défaillance? C'est donc une cessation d'approvisionnement du fournisseur, mais qui résulte de son fait. Et donc n'est pas considéré comme défaillance tout ce qui est la discussion qui a eu lieu pendant la période Covid où les fournisseurs n'ont pas pu livrer parce qu'ils tournaient les chaînes sur des produits spécifiques de la réanimation et du coup il y a eu des retards dans les livraisons des autres produits. Donc ce n'est pas considéré comme une défaillance avec pénalité. Le fait d'un tiers, un contingentement pris par l'ANSM, par l'Agence de sécurité du médicament, ou des imprécisions dans la définition du besoin. Ça non plus, ce ne sont pas des
défaillance au sens de la part du fournisseur. Donc, les actions les possibles, c'est les fameuses frais et risques, c'est l'achat pour compte, les pénalités pour frais et risques qui sont prévues et que les fournisseurs ont beaucoup de mal à accepter, à prendre. Le principe, c'est quoi? C'est que lorsqu'un fournisseur est défaillant, on va s'approvisionner chez le concurrent et la différence de prix que le fait payer le concurrent est à la charge du fournisseur défaillant. Ça peut faire des sommes très importantes, ça peut faire couler des entreprises et donc c'est très mal pris en compte, très mal vécu par les industriels. Voilà. Comment sécuriser cet aspect? C'est ce que je vais dire tout à l'heure, c'est le problème d'abord premièrement leur demander aux industriels comment vous faites pour éviter pour garantir votre approvisionnement ou éviter la défaillance. Et nous aussi, dans la possibilité, il y a la notion de multi-attribution, c'est-à-dire que pour un même lot, on va pouvoir donner 2 ou 3 fournisseurs. C'est très difficile à mettre en œuvre, surtout quand on a beaucoup d'établissements différents. Quand on est en centrale d'achat unique, comme l'AGEPS, où on pourra en discuter tout à l'heure si vous voulez, mais là encore, on peut le faire parce qu'on sait gérer ses approvisionnements tout seul. Mais quand on a N établissements qui achètent pour leur propre compte et pour lesquels nous, on n'a pas de regard dessus, c'est très difficile à mettre en place. Là, après, je vous ai cité le SAD, le système d'acquisition dynamique avec marché spécifique, qui a une réactivité courte, puisqu'au bout de 10 jours, 10 jours, on peut avoir un nouveau produit. Mais c'est une option que nous sommes en train de travailler, d'étudier. Alors, l'attribution des offres, donc on va être mono-attributaire, c'est le cas à 99%, je vous dis franchement. Multi-attributaire, je viens de vous en parler pour réduire les tensions d'approvisionnement. La question que si on est multi-attributaire, comment fait-on? Ça va être le partage des volumes. Par exemple, on va dire, je vous ai donné un exemple tout à l'heure avec les éparines de vapeur moléculaire. On éclate le lot, on saucissonne les lots pour avoir, en espérant qu'on n'ait pas le même fournisseur sur chacun des lots, ce qui permet de jouer sur les deux. On peut faire aussi des lots avec des concentrations différentes. C'est le cas des immunoglobulines intraveineuses. On peut faire un lot avec du 5%, un lot avec du 10%, en pensant qu'on n'aura pas les mêmes fournisseurs qui répondront. Et du coup, on pourra jouer sur les 2 tableaux si on a une rupture avec un des fournisseurs. Donc, c'est pour ça que l'étude des besoins, l'allotissement, sur dans la tête qu'il puisse y avoir des ruptures d'approvisionnement. L'attribution de la fin de la procédure se fait en 2 temps. On élimine toutes les offres qui sont dites inappropriées, irrégulières, inacceptables. Et on va classer les offres restantes, la mieux classée étant l'offre économiquement la plus avantageuse. Alors, juste un mot pour rappeler ce qu'est une offre inappropriée, c'est que la réponse n'est pas en conformité avec ce qu'on a exprimé, donc ça ne correspond pas à l'intitulé du lot. Pardon? L'offre est irrégulière lorsque elle est incomplète, ou elle ne respecte pas les exigences formulées dans le DCE, dans le dossier de consultation d'entreprise, médicament non agréé aux collectivités, ou elle est inacceptable lorsque le prix est trop élevé, manifestement, par rapport au prix du marché, voilà, ou elle ne respecte pas du tout la législation. Une fois qu'on a ça, on a soit des lots où on n'a aucune réponse, absence d'offre. Alors, l'absence d'offre, ça peut se traduire par une disparition du besoin, et dans ce cas-là, on n'en parle plus, mais ça peut être aussi une absence d'offre parce que les fournisseurs n'ont pas répondu, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le cahier des charges. Ça arrive maintenant. Hein. Ils ne sont pas d'accord, personne ne répond. Du coup, on va repartir en marché négocié avec 1 ou 2 fournisseurs. On fait comme on veut, puisqu'il n'y a pas de publicité. Ou l'offre est inacceptable ou irrégulière et le lot est dit infructueux. Et du coup, on part en mise en concurrence avec publicité. Voilà pour la procédure d'appel d'offres, qui est une procédure longue, contraignante, qui s'est de plus en plus regardée aussi par les industriels, hein, puisqu'ils vont analyser les conclusions, surtout ceux, bien sûr, qui ne sont pas retenus. Le système d'acquisition dynamique, c'est un peu la même chose, sauf que c'est plus rapide. En fait, ça se fait en 2 temps. C'est première étape, je le fais bref, je vous le dis rapidement. Première étape,
on fait appel à la concurrence sur une base de classes thérapeutiques ou de produits et on sélectionne des opérateurs. C'est-à-dire que les industriels qui sont intéressés par la classe, on va dire, des anticancéreux, vont se positionner, vont dire « Ok, moi je coche, je suis d'accord avec les anticancéreux, je prends ça, etc. » Donc, on va sélectionner les opérateurs sur des classes thérapeutiques, par exemple, et avec un certain nombre d'éléments fiscaux, voilà, etc. Donc, on sélectionne les opérateurs et à ce niveau-là, il n'y a pas de remise de candidature, il n'y a pas d'offre à remettre, on n'a pas défini encore notre allotissement. Les allotissements vont rentrer dans le cadre du marché spécifique. Le marché spécifique, ça va être une liste de lots, hein, c'est comme un appel d'offres, la liste de lots. Sauf que ce qui est important à dire, c'est que, et alors, qui est-ce qui sera amené à concourir dans le marché spécifique? Ce sont tous ceux qui ont été admis au système d'acquisition dynamique. Donc, à la fin de la première phase, on va sélectionner les fournisseurs et on va leur dire, eh bien, vous pouvez maintenant rentrer en compétition dans tous les marchés spécifiques. Mais ce qu'il y a, c'est que la durée de ce marché, c'est-à-dire entre le moment où je lance ma procédure et le moment où je vais recevoir mes offres, ça peut être que 10 jours. Donc, ça permet d'avoir des offres rapides. Ça permet d'avoir des réponses rapides à des besoins qui sont urgents. Et surtout, ça donne une transparence dans la procédure, notamment lorsqu'il y a des ruptures d'approvisionnement potentielles, de relancer une procédure pour avoir des réponses rapides. C'est aussi ça l'intérêt du système. Et après, on a nos candidatures et après, la fin est exactement comme la fin d'un appel d'offres. Donc, le gain pour moi du système on a mis en place depuis 3 ans chez nous, c'est d'avoir une procédure un peu plus rapide que l'appel d'offres lui-même. Les fournisseurs n'aiment pas trop ça parce qu'on va trop vite. Alors, la question, on dit 10 jours minimum, mais en fait, en général, on laisse 1 mois pour qu'ils puissent avoir le temps de formuler clairement leurs réponses et leurs offres. Donc, voilà l'intérêt du recours. La passation possible de marché en 15 jours. Avantage en cas de nécessité et à défaillance d'un fournisseur. Bon, voilà, procédure entièrement dématérialisée et permettre aussi à tout moment d'entrer dans le système avec un nouveau générique, un nouveau médicament biosimilaire. On peut à tout moment lancer des marchés spécifiques. Ça va très vite. L'autre volet, c'est pour les médicaments qui sont considérés comme monopolistiques et on utilise, nous, les marchés négociés sans mise en concurrence et pour cause, puisque ce sont des catalogues de produits qui sont en situation en général de monopole, qui sont complètement pour lesquels on n'a aucune discussion possible, si ce n'est des discussions, enfin sur le prix, j'entends, on n'a pas de discussion sur le prix possible. On a des discussions possibles, par contre, sur les conditions de livraison, sur tous ces aspects annexes, mais sur le prix, on n'a pratiquement pas de discussion possible. Alors, la question, c'est allotissement. L'allotissement, c'est un lot égale un fournisseur. Donc, on va prendre par exemple Sanofi, et puis on va décliner à l'intérieur chacune des produits de Sanofi pour lesquels il n'y a pas de concurrence. Hein. Tous les produits qui vont être en situation de monopole ou monopolistique, parce qu'il n'y a pas de concurrence. Après, on va quantifier chaque ligne de produit. On va demander à chaque établissement de quantifier. Donc, on remonte ça en quantité globale. On envoie les quantifications pour le fournisseur, par fournisseur au fournisseur et il va nous faire son offre. On reçoit les offres, on enregistre les offres. On aura discuté entre-temps. Et là, c'est une procédure libre de discussion parce qu'on n'a pas les procédures fermées comme on a avec l'appel d'offres. Voilà. Alors, comment on passe de l'un à l'autre? Je vous ai dit tout à l'heure, c'est aussi important de parler en commission du médicament, c'est une décision de la Comedis qui peut aussi très bien dire, moi, pour des raisons techniques, ce médicament-là, je vais le garder. Si je vous donne l'exemple tout à l'heure de l'Avastin, j'ai besoin d'Avastin dans telle ou telle indication parce que les biosimilaires ne me donnent pas satisfaction. Donc, je le garde en situation de monopole et donc je ferai un marché négocié, bien que le produit soit en concurrence, mais pas sur des indications spécifiques. Donc ça, c'est un jeu très subtil pour tous les produits pour faire passer d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est la procédure. L'intérêt, donc, ça permet surtout de faire un gain de procédure de temps pour la suite, puisque si vous voyez, je vous ai mis ici qu'on réduit le nombre de marchés, ça fait 180 marchés négociés, en gros 180 fournisseurs qui sont retenus, contre 1650
dans une situation d'appel d'offres, parce que pour un lot égale un marché. Hein, dans l'appel d'offres ici, vous en avez beaucoup moins, puisque c'est un lot égale un fournisseur. Donc, à réduction du coût de transaction, on fait des gains de temps importants et donc aussi en nombre de marchés. La possibilité de négociation globale par fournisseur, ce n'est pas tant sur le prix, mais c'est sur les qualités de service, les plans de progrès, des mesures visant à éviter les ruptures d'approvisionnement. Je vous ai mis ici, on peut agir sur la fréquence des commandes, les délais de paiement. Il y a beaucoup de situations où là, on discute les rabais, les remises, les ristournes. Si on passe les commandes, si on passe, au lieu de passer une commande tous les jours, tous les 15 jours, on passe des commandes plus régulières, tous les mois ou 2 fois par mois. Voilà, on peut jouer sur ces éléments-là, plus que sur le prix unitaire pour lequel on ne peut pas faire grand-chose, malheureusement. Voilà, distinction entre les besoins de médicaments véritablement mis en concurrence et les besoins en médicaments devant faire l'objet que la mise en concurrence formelle. Vous voyez, c'est simplement pour vous dire que cette notion-là, pardon, il y a 2 types de produits. Il y a des produits qu'on peut vraiment mettre en concurrence, pour lesquels il n'y a pas de discussion, qui iront sur l'appel d'offres, et puis les autres qui sont, voilà, qui sont possiblement, pour lesquels il n'y a pas vraiment pas de concurrence, qui resteront dans le marché de négocier. Et puis, ça permet aussi à tout moment de basculer de l'un à l'autre. Si par exemple, on estime aujourd'hui, demain que je reprends l'Avastin, son indication qui est dans la DMLA, demain, on dit que les biosimilaires peuvent être utilisés dans la DMLA, et bien on basculera tout de suite le bevacizumab de la partie monopole vers la partie concurrentielle. Donc ça se fait à tout moment et ce sont des situations que l'on pratique pratiquement tous les jours. Donc c'est un avantage spécifique pour les médicaments dont la substitution peut être envisagée. On peut faire à tout moment, par exemple, demain les insulines, si on décide que les insulines d'action rapide sont toutes équivalentes et que je les mets en situation de concurrence, et ben je passerai du monopole à la situation appel d'offres. Voilà. Alors en conclusion, je vous ai mis que la professionnalisation de la fonction achat depuis 10 ans s'est beaucoup développée sous l'impulsion du ministère de la Santé, qu'on a renforcé la notion de rationalisation d'un lotissement, mais tout en garantissant, ce qui est important, c'est la sécurité, l'efficacité, la qualité des médicaments pour les soins de nos patients. Et on a élargi la concurrence, on est allé vers de l'allotissement par équivalence thérapeutique. Encore une fois, si on rentre dans ce domaine-là, il faut absolument avoir l'aval des commissions du médicament et que les hôpitaux en soient d'accord. C'est compliqué quand on est en situation de multi-hôpitaux. Par contre, si on est dans un propre hôpital, c'est beaucoup plus simple. Maintien de la concurrence, et ça je le dis, je parle de la France, hein, je parle de notre pays, où il faut éviter, à notre avis, la création de centrales d'achat de trop grande taille, parce que comme on fait souvent de la mono-attribution, et bien, si on a une centrale d'achat qui ne fait que de la mono-attribution, on risque d'avoir malheureusement des fournisseurs qui iront voir ailleurs. Voilà. Donc, pour la France, on dit qu'il vaut mieux travailler au niveau régional et peut-être avoir des centrales d'achat régionales plutôt que d'avoir des centrales d'achat de trop grande taille. Bon, après, c'est un équilibre, c'est encore des sujets de discussion au niveau national, cette question-là. Évaluer la satisfaction des utilisateurs, c'est toujours important de savoir ce que ressentent les utilisateurs par rapport à vos procédures que nous mettons en œuvre. Donc, vous faites des enquêtes de satisfaction. S'assurer de la qualité de l'approvisionnement. Aujourd'hui, c'est le point majeur, je vous l'ai dit, j'insiste là-dessus. Il faut bien s'assurer de l'exécution du marché, avoir un suivi fin avec les industriels sur cette question-là, bien prendre en charge les problèmes de rupture et de contingentement. Je ne vous ai pas tout dit sur le problème de comment résoudre cette question-là, mais on pourra en discuter si vous voulez par la suite. Prévenir, anticiper les ruptures d'approvisionnement, information très en amont de l'arrivée de la tension, c'est un point. Nous s'engager sur des marchés qu'on peut honorer, ça c'est côté industriel, je parle là cette fois-ci, c'est côté industriel. Hein. L'industriel ne doit pouvoir s'engager que sur un marché qu'il peut honorer, ce qui est parfois, il veut tout prendre, mais voilà, il ne peut pas assumer tout. Proposer des alternatives de substitution.
pour l'industriel qui nous proposera ça. Proposer des durées de marché pas trop longues, ça c'est de notre côté à nous, 3 ans maximum, pas les plus. Quantifier le plus précisément possible, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans les discussions entre les ministères, les acheteurs et les industriels, c'est de dire, oui, vous les acheteurs, vous ne savez pas quantifier ou vous mettez des quantités absolument approximatives. Donc, ce que veulent les industriels, et ça on peut le comprendre, c'est avoir une quantification la plus proche possible de la réalité. Donc ça, c'est un travail que nous devons faire. Je vous en ai parlé, pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur ou d'intérêt sanitaire et stratégique qui ne sont pas définis à ce jour, qui sont laissés à la libre, disposition des industriels, que chacun définit ses propres médicaments d'intérêt stratégique, sanitaire et stratégique, ce qui est dommage, et qui devrait être défini peut-être au niveau européen, en tout cas au niveau national, et pour lesquels on pourrait envisager d'autres façons de faire un allotissement. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai terminé. Je vois qu'il est 21h01. Voilà. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'ai été peut-être un peu rapide, mais bien sûr, je suis prêt à répondre à toutes vos questions tout de suite. En tout cas, merci beaucoup. Merci Jean-Michel pour cette excellente conférence qui a fait le tour, en tout cas, des différents types d'appels d'offres en France. Et on voit déjà qu'il y a certains types d'appels d'offres qui sont un peu proches de ce qu'on fait. En tout cas, je parle du Maroc. Mais là aussi, il y a d'autres modèles que je peux qualifier d'innovants, notamment le système d'acquisition dynamique qui permet justement d'accélérer le choix et aussi l'accès du médicament et l'approvisionnement du médicament au niveau de l'hôpital. Là, je vois qu'il y a beaucoup de questions écrites. Peut-être on va très rapidement ouvrir le débat, donner la parole peut-être à 2 personnes d'ailleurs que j'ai vues depuis le démarrage de cette conférence. Peut-être on va leur donner la parole pour poser des questions de manière orale, mais s'il vous plaît que ça soit très rapide pour que la réponse soit plus rapide, et comme ça on peut enchaîner sur les questions qui sont écrites et qui sont totalement pertinentes. Alors je vais commencer avec Madame Amina, Amina M, je crois qu'il y a un AMM. Monsieur Anis, si vous pouvez lui donner la parole. C'est fait. Vous vous présentez, s'il vous plaît, de quel pays et vous posez la question. Madame Amina, il suffit juste de réactiver le micro, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez activer le micro? Sinon, en attendant, on donne la parole à Madame Raja Laboudi. En attendant. C'est fait. Madame Raja Laboudi, vous pouvez activer le micro? Sinon, en attendant que les collègues puissent résoudre le problème, j'enchaînerai très rapidement par rapport à la première question. Donc là, quelle est la durée moyenne de préqualification d'un fournisseur en France dans les centrales d'achat en France? Un fournisseur non préqualifié est-il éligible à un marché de gré à gré? Donc là, à vous la parole, Jean-Michel. Oui, alors, un fournisseur qui est préqualifié, qui répond donc à tous les critères, oui, bien sûr, à tout moment, pour ce qui est du marché négocié, du marché de gré à gré, il peut rentrer tout de suite, et c'est même très rapide, ça aussi je ne l'ai peut-être pas dit, c'est une façon très rapide de rentrer dans le système et d'avoir des contrats. Parce qu'il suffit simplement qu'il nous donne les éléments classiques de l'entreprise, qui nous donne le nom du médicament, et que nous ayons, nous par contre aussi, qui ait un besoin de côté des hospitaliers, qui demande des hospitaliers, qui nous donne un besoin, et on le crée tout de suite, et on a tout de suite le contrat. Il faut qu'il soit signé par la centrale d'achat, il faut qu'il soit signé par le fournisseur, bien sûr,
mais ça peut être fait pour un produit, ça peut être un nouveau fournisseur voilà, qui arrive, ça peut être fait en l'espace d'une semaine, 10 jours. Quoi, voilà. Ça, c'est sûr que c'est très rapide, beaucoup plus rapide que si on était rentré dans un système d'appel d'offres pour lui. Donc, côté marché de gré à gré, marché négocié, c'est un système vraiment sans difficulté. Bien, donc je crois qu'on va donner la parole. Je vois Madame Mariam Razgallah Khrouf qui souhaite prendre la parole. Donc, si vous pouvez, Bon. Anis, lui donner. Oui, madame. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour, Oui, oui, très très bien. Bonsoir. Oui, merci pour cette excellente présentation. Vous avez fait le tour de la question et j'ai deux petites questions. La première, vous avez dit que par exemple, pour le cas du bevacizumab, dans le cas où il y a des indications qui sont encore brevetées, vous le mentionnez et donc du coup, les pharmacies hospitalières, si j'ai bien compris, disposeront aussi bien du Princeps, du produit de référence, Oui. que des biosimilaires. Est-ce que j'ai bien compris? Vous avez tout à fait bien compris. C'est-à-dire après, ça va être une discussion locale hein, de leur établissement, mais normalement, dans cette situation-là, effectivement, il faudra qu'ils réservent enfin, leur bevacizumab, leur Avastin, on va dire, pour les indications très spécifiques encore brevetées, et puis ils pourront prendre un bevacizumab biosimilaire pour les autres indications en cancérologie, quoi. Par exemple, le cancer du sein, enfin, toutes les autres indications en cancérologie, avec les associations aux autres médicaments. Donc, c'est exactement ça. Il y a cette possibilité, je ne sais pas si c'est un risque ou une possibilité, mais d'avoir les deux produits dans le même établissement. Très bien. Et donc, est-ce que vous avez vécu une sorte de réticence des prescripteurs, par exemple, lors du démarrage, lors de la mise en place d'un nouveau biosimilaire par rapport à la prescription de ce biosimilaire? C'est-à-dire qu'ils poussent, certains prescripteurs essayent de pousser ou de garder leurs habitudes en mentionnant à chaque fois le produit de référence. Est-ce que vous avez vécu ça? Alors, bon, vous posez une question importante et effectivement, vous avez raison de la soulever. C'est une question qui est vraiment prescripteur dépendante. Alors, moi, je vais vous faire cette réponse à propos des biothérapies et des biosimilaires, parce que voilà, on commence à en avoir un peu maintenant la pratique. Je pense qu'il existe deux types de prescriptions et deux types de pathologies. Les pathologies où vous allez avoir la rhumatologie, la dermato, etc., des traitements au long cours, où la biothérapie est un médicament qui fait partie du traitement curatif. Et à côté de ça, vous avez les biothérapies, on va dire, je schématise un peu, mais on dit en oncologie, hématologie, où ce sont des cures de traitement, des durées plus courtes, et on a une perception différente à la fois des patients et des prescripteurs sur ces deux types de prise en charge. Pour les médicaments en rhumatologie, dermato, les traitements des maladies, enfin les anti-TNF, on va dire, hein, voilà, eh bien, la réticence est forte à changer les traitements et c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à passer à des biosimilaires de ces anti-TNF, pour prendre que cela. Difficile à faire, difficile à vendre, difficile à expliquer aux patients. Le seul moyen de le faire, c'est quand on fait de l'initiation de traitement, on peut tout de suite passer à un biosimilaire. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de mal. En revanche, on constate, nous, que s'il y a une volonté du comité du médicament ou de travailler avec les cliniciens, les hématologues ou les oncologues, on peut facilement, plus facilement en tout cas, passer les biosimilaires dans ces pathologies-là, en rhumato, enfin en oncologie ou en hématologie sans trop de difficultés. En gros, je considère qu'il y a deux populations. Voilà, je pense que c'est un peu le vécu qu'on a ici. Ok, merci. Une dernière question, s'il vous plaît. En fait, comment est-ce que vous faites pour valoriser la petite innovation? Je m'explique. Si on prend l'exemple des anti-TNF, par exemple, en fonction la durée d'administration du traitement ou si c'est du sous-cutané ou bien de l'IV, Oui. si c'est par exemple les facteurs 8, les facteurs 8 d'origine biologique ou de génie génétique. Est-ce que vous faites un score et vous attribuez un certain nombre de points pour
Comment vous faites? On ne fera pas de choix sur ces produits-là. On laissera on ne peut pas faire de choix à ce niveau. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de choix là-dessus parce qu'il y a trop de vécus différents pour le patient, pour le clinicien. Donc, on laissera le choix au médecin de prendre l'un ou l'autre. Et c'est pour ça qu'on ira plutôt pour les facteurs 8. Prenez cet exemple-là. On n'ira pas les mettre en concurrence. On les gardera en situation de monopole. D'accord. Merci beaucoup. Faut quand même, ouais, on reste, voilà, on reste sur un choix de patients, de médecins là-dessus. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Donc, on reste toujours en Tunisie. Il y a une question très intéressante qui concerne l'acquisition des dispositifs médicaux. Donc, il y a une participante qui dit qu'en Tunisie, on a une centrale d'achat unique pour les médicaments hospitaliers. Pensez-vous qu'une centrale d'achat pour les dispositifs médicaux soit une bonne idée? Écoutez, nous, notre réseau d'acheteurs, là, on a une centrale d'achat pour les dispositifs médicaux elle est unique, elle est pour les 80 ou 80 établissements de l'Île-de-France, même et voire plus, puisqu'il y a beaucoup d'établissements en dehors de l'Île-de-France qui travaillent et achètent à la centrale d'achat du côté des dispositifs médicaux. C'est compliqué à mettre en œuvre parce que, encore une fois, un dispositif médical, c'est souvent opérateur dépendant. Et donc, la construction d'un lotissement est assez complexe à mettre en œuvre. En plus, c'est très détaillé, très fouillé. Mais bon, on y arrive et je pense que côté industriel, ils y voient aussi un avantage. Déjà, premièrement, il ne faut pas le limiter à un appel d'offres pur et dur. On peut faire attention à ça. Il faut quand même là, carrément, ouvrir un peu avec des choix multiples. Et puis d'autre part, ils y voient un avantage parce qu'ils n'ont qu'à discuter pour les problèmes administratifs cette fois-ci, qu'avec une seule personne au lieu d'en avoir 80 ou 100 au-delà. Mais effectivement, la discussion a eu lieu en amont avec l'industriel et le clinicien dans l'unité de soins, dans les services, et tout cela remonte directement à la centrale d'achat. Donc ça fonctionne, hein, c'est déjà comme ça chez nous, dans notre centrale d'achat, et dans d'autres aussi. Très bien. Donc là, je donne la parole à M. Yassir Bousliman, donc là, qui lève la main. Anis, si vous pouvez lui donner la main. C'est fait. À vous la parole. Vous activez votre micro. Merci, cher doyen et Samer Ahid, pour cette initiative et pour ce troisième webinaire. Très intéressant, une présentation excellente. Merci, monsieur le conférencier. Merci. Alors, ma question, je vais rebondir sur cette question de la centrale d'achat. Vous avez conclu, vous avez terminé sur ça. Et suite certaines expériences, on gagne en achat et on perd en ravitaillement. Alors, est-ce que vous pouvez nous développer encore davantage l'argumentaire ou le plaidoyer pour aller vers le sens de la régionalisation encore davantage? Les pourquoi de la chose. Et merci à vous. Écoutez, oui, alors c'est… Là, ce que je vais vous dire, c'est en mon nom personnel, c'est moi personnellement, hein, donc je ne représente pas, ce que je vais vous dire, les autorités de santé, hein, qui peuvent avoir des visions différentes, ou d'autres collègues chez moi qui ont peut-être des visions différentes. Moi, je vais vous dire ce que je pense. Pourquoi je parle de régionalisation plutôt que d'un aspect d'une seule centrale nationale? Je parle pour la France, en plus, encore une fois, je parle pour mon pays et je ne parle pas pour les autres pays. Mais je vous dis ça parce que dans les procédures que l'on a, vous avez compris que lorsqu'il y a compétition et lorsqu'il y a plusieurs industriels, il faudrait que chacun ait sa part de gâteau, en gros. Et dans le fait, si on va sur une seule proposition avec une quantité énorme, eh bien, on l'a déjà vu, on le vit déjà, c'est qu'on va avoir des ruptures importantes puisque le fournisseur qui est retenu ne pourra pas livrer la totalité des établissements, voilà, parce qu'il n'aura pas les quantités. Il aura voulu avoir le contrat et malheureusement, il ne peut pas le livrer. Donc, je disais que si on a des centrales régionales, avec des calendriers, alors ça aussi, je ne vais peut-être pas préciser, mais je vous le dis, avec des calendriers de procédures différents, donc un peu organisés,
ça permettrait à un peu tous les industriels, tous les laboratoires, tous les fournisseurs de médicaments génériques ou biosimilaires sur l'appel d'offres, hein, il y a la concurrence, de rester sur le marché national et de ne pas dire, ben voilà, puisqu'il n'y a plus de possibilité, ben je m'en vais voir ailleurs, où c'est, dans d'autres pays où ça marche mieux, les prix, il n'y a pas que le prix, il y a, voilà. Et du coup, ça permettrait d'avoir une meilleure répartition dans des fournisseurs et plus de choix au niveau des régions. En même temps, ça permettrait de réduire la problématique de l'approvisionnement et des tensions et des difficultés d'approvisionnement parce que la volumétrie serait moins importante. C'est difficile parfois à faire entendre ça, bien que je pense que voilà, ça commence à rentrer, mais il y a quand même eu des tentatives de vouloir faire, chez nous en tout cas, des achats nationaux qui ne soient pas équilibrés. À la limite, on peut faire très bien, on peut avoir une centrale nationale qui gère tout, mais avec une répartition régionale. Ça, à la limite, oui, pourquoi pas. Mais c'est une organisation que nous n'avons pas aujourd'hui et qui est un peu, voilà, qui est pas, comment vous dire, elle n'est pas mise en place, en tout cas en France. Peut-être qu'elle est en réflexion, je ne sais pas, mais aujourd'hui, il y a un peu de tout. Voilà. En gros, il y a une centrale qui fait pour les CHU. Bon, après, à côté de ça, vous allez avoir des centrales qui sont de type régional, comme la mienne ou comme d'autres, hein, d'ailleurs, hein, mais de centrales régionales à vocation parfois nationale aussi, hein, puisqu'on a des tentacules un peu dans d'autres régions, et puis les centrales régionales proprement dites. Donc, c'est un peu de tout ici aujourd'hui en France. Je pense qu'il faut garder quand même le choix et qu'il faut quand même que nous ayons beaucoup d'acteurs si on veut maintenir une compétition, un tissu industriel et puis avoir de la concurrence dans les produits. Merci. Donc là, j'enchaîne avec une question. Oui, monsieur Boussman. Si vous permettez, monsieur le doyen, une deuxième question et une dernière peut-être. Allez-y. Merci. Alors, je veux parler du système d'acquisition dynamique. Vraiment, c'est très intéressant, c'est très astucieux et très séduisant. Alors, est-ce que ça fait partie d'une refonte du Code du marché public en France? Est-ce que ça a été légiféré? Oui, alors… Oui, écoutez, merci de votre question. Alors, c'est quelque chose qui existait en fait dans le Code des marchés publics avant, mais qui n'avait jamais été mis en œuvre, ou en tout cas pas très connu, pas très mis en œuvre, et que nous avons développé parce que chez nous, il y en a un qui a eu l'idée d'approfondir la chose et qui a pu voir que finalement, ça permettait de pouvoir faire rentrer des nouveaux fournisseurs à chaque fois dans le système par la porte de la première partie du système d'acquisition dynamique, et puis surtout de pouvoir à tout moment lancer des procédures de marché spécifique, on l'appelle comme ça, le marché spécifique, à durer beaucoup plus rapidement que l'appel d'offres qui est lourd à mettre en œuvre, qui prend du temps, etc. Et donc ce système existait avant, il a été repris dans le Code de la commande publique et aujourd'hui, on est très peu, mais on a quelques-uns à l'utiliser. En tout cas, nous, on l'utilise pour tous les produits de santé, pour tous les médicaments, pardon, quels qu'ils soient. Et apparemment, ça marche bien. Il faut encore que les industriels soient formés à ça. Ils n'ont pas toujours ils ne comprennent pas toujours tout. Mais bon, c'est aussi à nous à les éduquer, à leur apprendre comment ça fonctionne. Hein. C'est un échange en permanence entre les deux parties. Mais c'est quelque chose qui est assez intéressant à développer, à mon avis. Très bien. Merci beaucoup. Donc, j'enchaîne sur une question écrite. Dans le sourcing et l'évaluation des besoins, quelle est la place des études pharmaco-économiques dans la détermination des lots objets de l'achat? Alors, quel est l'intérêt des évaluations pharmaco-économiques? Oui, alors c'est donc la discussion qui va avoir lieu est importante parce que quand on sera en amont de l'organisation, effectivement, on va se baser sur tous les outils qui sont à notre disposition pour faire entrer ou non les lots et définir les lots qu'on veut mettre à l'intérieur de notre allotissement. Et effectivement, les études pharmaco-économiques, quand elles existent, parce qu'encore faut-il qu'elles soient développées,
font partie, sont un des outils que l'on est amené à utiliser. Nous, ce qu'on utilise beaucoup aussi, c'est la notion de service médical rendu, d'amélioration du service médical rendu, surtout, qui permet de dire est-ce que oui ou non je mets ce produit dans l'établissement, dans le pays, enfin dans ma structure d'achat, est-ce qu'il y a le besoin réellement c'est à ce niveau-là plutôt qu'on va prendre l'outil de la pharmacoéconomie, va intervenir dans le choix du produit pour l'établissement et puis le faire remonter ensuite au niveau de la centrale d'achat. Mais c'est un des outils, un des éléments qui rentrent en ligne de compte, au même titre que l'étendue des AMM, au même titre que les dosages, que voilà, c'est un des outils, un des éléments qui est à prendre en considération. Très bien. Donc là, je donne la parole à Madame Rabia Yazidi, donc Anis, qui veut prendre la parole. Madame Rabia Yazidi. Allez-y, à vous la parole. Madame Yazidi, vous nous entendez? Vous activez le micro? Il faut activer le micro. Peut-être en attendant, on va passer à une question une question intéressante. Est-ce qu'il y a une application informatique aidant à établir le scoring dans un appel d'offres? Oui, c'est une question très intéressante. Tu as raison, le collègue a bien la raison de la poser. C'est quelque chose que l'on a travaillé. Alors nous, on a le système Épicure, qui est un système qui est ancien en France, qui était déjà appliqué pour la gestion des marchés, puis c'est au fur et à mesure développé. Il est venu e-Épicure, et là-dedans, on a des éléments de scoring, justement, de chacune, et que l'on peut bouger à tout moment en fonction de notre façon de rédiger notre cahier des charges. Et on peut mettre tous les pourcentages qu'on veut. Et puis il y a une moulinette qui est par derrière et qui calcule le score final. Oui, c'est celui-là qu'on utilise. Bon, et les hospitaliers en France, tous utilisent le même système qu'ils trouvent finalement assez agréable, assez confortable. Il ne fait pas que ça. Ça, c'est la partie notation, la partie valorisation des offres, mais il fait toute la partie de A à Z, depuis la construction de l'allotissement, jusqu'à l'attribution finale. Donc, toute la chaîne complète est faite avec ce système e-Épicure. Très bien. Donc là, il y a une autre question. Je crois qu'on va retenir 3 dernières questions avant de finir. Donc là, il y a une question toujours qui concerne un peu les modalités d'acquisition des produits en France. Donc, est-ce qu'il y a des appels d'offres pour les médicaments vendus dans le secteur officinal? Si oui, quel organisme effectue ces appels d'offres? Je connais mal l'organisation. C'est des structures privées. Honnêtement, je ne saurais pas trop répondre à cette question parce que moi, je connais que le secteur public ou SPIC, ou parapublic, mais les établissements privés, je sais que les pharmaciens d'officine se regroupent entre eux pour faire des centrales d'achat et achètent aussi en groupement, mais ce n'est pas organisé sur la base de textes comme le code de la commande publique ou code des marchés publics. C'est complètement en dehors de ce système-là. C'est basé sur une organisation interne. Alors, une avant-dernière question. Comment surpasser les obstacles liés à la rigidité des procédures réglementaires régissant l'achat des médicaments? Parce que là, souvent, je prends peut-être pour continuer sur la même réflexion, je sais que par exemple, dans certains pays, la loi qui régit l'émission des médicaments, souvent c'est la loi des marchés publics et souvent on mélange dans les mêmes appels d'offres, en tout cas dans la même procédure, l'acquisition des médicaments par rapport à l'acquisition d'autres produits, ce qui peut freiner des fois l'approvisionnement, des fois de manière urgente, certains médicaments. Et là, c'est une question par rapport à la rigidité des procédures réglementaires. Donc,
Voilà, à vous la Bah, parole. on a tous, hein, on a tous des procédures réglementaires, on a tous une réglementation. Il faut simplement différencier pour moi parce que finalement la rédaction d'un dossier de consultation des entreprises, que ce soit pour de la papeterie ou pour un produit de santé, le principe est le même. Après, c'est dans les aspects techniques, dans les spécifications techniques où nous on a quand même le code de la santé publique. Il y a des codes spécifiques à la pharmacie qu'il faut rentrer là-dedans. Et c'est par rapport à cette partie-là que l'on peut, qu'il va falloir voilà, faire nos propres règles en interne. Mais bon, la rigidité En fait, les textes réglementaires, ils sont faits aussi pour protéger. Hein. Donc, ils sont rigides, c'est vrai, mais d'un côté, ils nous protègent aussi. Donc, bon, c'est à double tranchant. Je pense que il faut savoir jouer sur les deux tableaux, il faut savoir jongler avec tout ça, il faut savoir jongler avec les textes. Je redis bien encore, le marché de gré à gré, le marché négocié est une technique facile, rapide, qui permet de répondre à des besoins de produits qui sont voilà, en situation de monopole et autres. Ça aussi, il faut jouer avec pour ne pas être qu'avec de l'appel d'offres. L'appel d'offres ne le réserver que l'appel d'offres ou le système d'acquisition d'énergie ne réservé que c'est vraiment lorsqu'il y a de la concurrence. Bon, après, c'est les réglementations selon les pays qui varient. Hein. Mais bon. Très bien, je crois qu'on va arriver à la dernière question d'un collègue, je crois que c'est une question d'un collègue du Cameroun. Quel est l'impact que peut avoir les systèmes de couverture santé universelle sur les centrales d'achat ou du moins, quelles sont les dispositions à prendre? Voilà, c'est une question par rapport. Oui, le système de couverture universelle, les systèmes d'assurance maladie et la fonction achat, on va un peu dans le même sens, hein, parce que l'objectif quelque part, c'est d'assurer la couverture des médicaments, des soins au plus grand nombre, à des prix qui sont compétitifs, enfin bon, qui ne sont pas trop élevés. Alors, les liens par rapport à la centrale d'achat proprement dit, il n'y en a pas trop. On n'a pas trop de rapport avec l'assurance maladie, si ce n'est indirect, quand on a les résultats des appels d'offres où, effectivement, dans les budgets de l'hôpital, ça se ressent tout de suite. Hein. Dès la première année. Après c'est stabilisé puisque le prix est introduit. Mais dès la première année, vous avez une chute. Il faut avoir une chute brutale du prix, ce qui permet voilà, de donner un peu de souffle au système d'assurance maladie. Voilà, c'est par ce biais-là qu'on peut avoir la répercussion dans les systèmes de protection sociale. Très bien, donc merci beaucoup Jean-Michel pour cette excellente conférence qui nous a permis de découvrir d'autres aspects, en tout cas d'autres expériences qui concernent un peu les appels d'offres ou des produits de santé, l'appel d'offres des produits de santé. Je remercie énormément aussi tous les orateurs, tous les participants pour l'interactivité, pour l'échange. Et sachez bien que cette conférence, il sera enregistrée dans le site digital UMC et qui vous permettra de revoir, en tout cas, et de voir un peu les différents échanges, notamment pour les collègues qui ont déjà notifié qu'il y avait un retard. Ils ont eu, avec le décalage horaire, ils n'ont pas pu être avec nous dès le début. Et voilà, et donc j'espère que ce troisième webinaire était un moment d'échange, de partage et de réflexion autour d'une thématique, comme j'ai dit tout à l'heure, qui concerne un peu le côté pharmacoéconomie, la gestion des produits de santé. Un grand remerciement aussi à nos partenaires laboratoires AbbVie pour leur soutien et leur appui pour réussir ces 3 webinaires. Et je vous donne un prochain webinaire dans les prochains mois, Inch'Allah. Voilà, donc un grand merci à tous les collègues de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc. Et on espère se revoir très, très bientôt dans un autre webinaire maghrébin qui va nous permettre un petit peu d'échanger nos réflexions et nos idées, en tout cas nos pratiques aussi par rapport aux produits de santé et en tout cas et des systèmes et des techniques de management et de gestion des produits de santé.
Voilà, donc je vous dis à très bientôt et très bonne soirée. Merci beaucoup.